La parole à Bernard Noël. Merci. Merci. Alors, je vais lire une suite de poèmes que j'ai écrits récemment, enfin les derniers. C'est toujours à la fois une expérience et un risque. Et je suppose que vous vous êtes déjà aperçu que la longueur des vers change complètement non seulement le ton, mais la réception qu'on peut avoir. Ainsi, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Le reste du voyage », qui est entièrement en vers de 11 syllabes. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais un vers régulier, comme ça, systématiquement. Et pourquoi ce vers ? Parce que je le trouvais bancal et maladroit, donc antipoétique au fond. Mais après l'avoir utilisé pendant 1 an ou 2, j'étais devenu trop habile, donc j'ai laissé tomber. Non, cette fois-ci, j'ai essayé d'écrire des vers longs. Et au fond, il me semble que à la fois le caractère... Peut-être devient-on un autre en changeant de longueur de vers. C'est ce que je me dis un peu en relisant ça, parce que ils ont un ton, me semble-t-il, inhabituel pour moi. Alors, cette suite a pour titre « Le jardin d'encre ». Le jardin d'encre, un peu en référence aux encres de Zhao Wuqi. Donc c'est des vers longs. Et maintenant, c'est encore maintenant, bien que tout glisse, bien que tout s'en aille en laissant sur la peau une traînée. On ne sait ni pourquoi ni en quoi cette chose passante. La gorge est lasse de brasser l'air pour faire un mot. Une chose fourmille, nocturne et sombre, peut-être la fatigue. Il faut que le monde vieillisse encore et se délie de sa limite, comme le corps trouve tout seul l'infini dans le sommeil. Alors il ne sait pas qu'un songe a remplacé la vie, et que tout fait silence pour fêter ce remplacement. Quelque chose remue pourtant dans l'arrière-pays de tête. Est-ce une ombre qui vient, une ombre qui s'en va ? Ou simplement le monde enfin réduit à sa fumée. Le vent cherche une âme, il croit la trouver sous la porte. Un expédient son souffle dans le noir, mais qui est là, dans le couloir où la poussière a recueilli des traces. Et maintenant, il faut lever le poing et battre la mémoire, comme un tapis qui doit brutalement restituer l'image. 2. Et maintenant, c'est toujours maintenant, bien que le visiteur tarde à réparer le cœur qui donnera le rythme du présent. Sait-on comment s'anime la pensée dans ce bruit-là ? Un vieux chuchotis remonte les racines des nerfs. Tant de fantômes dans la chair, ils aiguisent l'incertitude. La langue crie son passé au fond de la décharge interne. Mais où est la bouche assez pleine d'oubli pour crier non, à ces lambeaux qu'on pourrait prendre pour des souvenirs? Une phrase, une autre, et l'angoisse dessous pourtant nouvelle. Une lueur tremble dans la syllabe, un éclat d'os. Un reste d'avenir usé déjà par la grammaire, qui ne vient pas vers les mots avec l'espoir d'une éclaircie. Et quoi, l'énigme fait de beaux yeux au visage défait? On avait compté sur la règle ou sur la loi ou même sur la justice, mais comment sentir qu'un organe est un maintenant qui a pris forme et qui la maintient en dépit de la raison et du vocabulaire? Et maintenant, dis-tu, pourquoi la solitude est-elle informe ? On aimerait en mouler la substance et la poser devant. Les mots sont faits pour ça, ou peut-être la mort, ou la nuit qui de toute chose s'emprunte et n'en garde rien. On pense parfois à un linceul entrebâillé, une phrase folle, faisant fuir hors de soi toute l'horlogerie des règles. Mais en quoi sont les jours l'un après l'autre tirés du même mouvement, la chose invisible et régulière et si banale, que le poème joue son sens à vouloir y manger le temps.
Est-ce une langue ou bien un doigt pointé sur l'élevage de poussière? Les mots tracés y deviennent aussitôt des ombres et, qui regarde avec un œil lecteur, n'a dans les yeux qu'une buée. Dès lors, tout point de vue s'abolit et voici que maintenant, recule, tombe là-bas, presque sous l'horizon, devient un geste d'adieu dont le cœur refuse l'émotion pour demeurer soi, c'est-à-dire un organe pratique, une simple pompe active à tout moment, au milieu de l'appétit de vivre. Et maintenant, il n'y a plus moyen de rapiécer le jour. Tout ce qui promettait une vie meilleure a détourné la tête. Le silence règne du côté gauche et cela met toujours plus de blanc dans la pensée, dans les yeux qui ne voient plus le sens. Le passé est revenu en force, il a changé de nom, il a cassé. Les vieux jouets sociaux, on en devine encore quelques traces. Petits coups de pinceau qui autrefois furent des mots. Le regard n'y cueille que des restes puis reprend l'air. Il ne sait plus que fut cet acte au fond de lui qui parle. Avec du silence parfois, cela fait un nœud dans la gorge et c'est la brusque certitude d'une pendaison intérieure. Il faut vivre ensuite, malgré ce mort en soi, devenir le tombeau qui fait semblant d'être un corps ordinaire. On regarde alors sa peau comme le bord d'une misère, et maintenant les images s'y mettent, qui collent les paupières, puis derrière elles mangent toute l'intimité, ce peu d'espace, où survivait autour du mort un râle de révolte. Et maintenant, où est la porte pour se jeter dans l'avenir? Autrefois, elle était dans la bouche et l'âme y venait seule. Toucher l'âme de l'autre, maintenant des épines de sel gardent les lèvres, une rangée de dents supplémentaires. La sortie n'est nulle part, les mains s'obstinent à chercher, s'en vont les yeux fermés toucher la chair des signes d'encre, trouvent des courbes, des élans, les débris d'un message, croient que ces os d'ombre sont le squelette d'une vérité. Au bout des doigts, la pulpe se fait encore plus sensible, se veut pareil à un filet de voix, mais la main tout à coup s'engorge et redevient l'organe du silence. La poussière d'une présence pleut lentement à contre-jour. On aimerait croire encore au mystère et y voir s'agiter des traces d'elle ou bien le dernier geste de l'en-deçà. Ou, pourquoi pas, l'un des glorieux mensonges du poète. Mais maintenant, il n'y a plus assez de présent pour voir transparaître le rien qui germe sous chaque acte. Et maintenant, chacun s'éloigne dans le mouvement de l'approche, comme font les vers qui dérobent leur sens à mesure qu'il vient. Mais sommes-nous jamais identiques à l'être qui respire en nous? Lui a l'avantage de rester à l'écart d'un visage, de rester tout entier dans son infinitif, tandis que nous allons au milieu du visible en posant notre ombre sur chaque chose et elle attend, et voudrait faire croire qu'elle a pris la chose dans sa toile, pour qu'une fois digérée, elle soit enfin réellement le mot qu'elle est. Notre ombre fait confiance au vocabulaire, elle aime la langue morte, celle qui met dans la bouche une matière aussi fumeuse. Quand met l'ombre sur nos talons, comment arracher de nous l'insaisissable et provoquer alentour le bruit d'un monde qui s'éteint. Il est temps de replier sa peau et de dire à maintenant, regarde ces lignes, ces taches, ces oiseaux d'encre. Peut-être tout cela ne raconte-t-il rien et pourtant, une vie remue parmi ses plis et son tremblement dit, la présence est un geste qui oriente l'espace. Et maintenant, est-ce le corps qui a vêtu la langue ou bien fallait-il qu'existât ce vêtement de chair pour que vienne s'y prendre
cette rumeur qui cherche et bouche, et nous voilà sur la fin de l'histoire. Tout étant consommé non par l'usage, mais par la destruction. Le poète amoureux des anciens Grecs nous avait prévenu, disant « Des mots qu'ils sont les bâtards misérables du réel et du néant. » Cependant, le choix d'être ou de n'être pas ne fut point obéré par cette bâtardise, car consonnes et voyelles entassées de substances sonores pour offrir au moins un suaire à nos pensées au lieu de la manger, comme font les images, et maintenant la tête vide et le cœur sec, chacun abandonne aux fantômes cette paroi au fond des yeux, où l'un poussant l'autre, leur défilé sans cesse dévore la vie. Mieux que jamais ne le firent les maladies, ainsi trépassons-nous à l'intérieur de nous-mêmes tout en gardant bonne apparence. Et maintenant allons main dans la main au jardin d'encre. L'arbre qu'a planté le pinceau est aussi un arbre de mémoire. Et renaissante, la lecture est là, qui bruit parmi les feuilles. Voilà. Merci. Comme je ne mesurais pas le temps que ça prendrait, je vais lire un autre poème que je ne pensais pas lire, mais qui est l'exact contraire de celui-là. Qui est un poème politique, c'est le seul poème politique, je pense, que j'ai écrit de ma vie. Il a pour titre L'obscur tournant, et pour sous-titre Poème plat. Un hommage à Victor Serge et à son livre presque homonyme. J'en ai lu ce livre de Victor Serge dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Le tournant obscur, et qui est un livre qui m'a beaucoup touché par tout ce qu'il raconte de la révolution ratée, qui apparaît ratée dès 1925, bien qu'il continue à s'acharner à la poursuivre. C'est un poème qui est bref, en 5 parties, je crois. Première partie s'intitule « La fin de l'histoire ». Nuit lourde et blême, nuit qui ensevelit la mémoire. Ce qui finit n'a peut-être jamais existé. Une ombre passante à peine, noire et toute plantée dans le noir. Silence sombre où des mains remuent, où des mains caressent des suaires, au rythme des cordes pendues sous les potences. Quelqu'un secoue la neige grise, on détruira, dit-il, la lettre finale, celle qui durcit les mots. On brûlera toutes les syllabes au-dessus de 3. Et le souvenir, crie un autre. Que deviendra le souvenir si la langue est incomplète? Il pleut sur la lumière. Pourquoi l'accablement? Pourquoi la camaraderie aux mains de la bureaucratie? Surtout, cessez de mourir pour rien, dit le fonctionnaire, et il ajoute « J'aurai sans doute encore besoin de nous » en nous crachant au visage. Il s'est suicidé, elle s'est suicidée. Les hommes préfèrent le revolver, les femmes préfèrent le véronal. La courbe des suicides monte à mesure que monte celle des exclusions. Mieux vaut la mort que le désespoir. On peut tout jeter sauf le cerveau. Il y a parfois de beaux cadavres. On oublie devant eux que la matière périt, que l'idée retombe vite dans le néant, que l'homme est une bête à jamais. Est-ce pour en arriver là que nous avons fait tout ce que nous avons fait? Le présent est sourd, l'avenir aussi. Un calme anémique bouche toute la vue. On arrête l'action au nom de l'action. La fièvre peu à peu s'est résignée.
La classe ouvrière est devenue théorique. Prison, procès comme ultime pensée. Restent quelques regards amers, regards de revenants effrayés de survivre. Ils se brûlent bientôt la cervelle pour être sûrs d'oublier. Deuxième partie, le poète. Pendu avec la courroie de sa valise, pendu à la conduite du chauffage dans sa chambre d'hôtel. Une fleur qui ne naît qu'une fois, a-t-il écrit, puis devient le fumier de l'époque. Boucles blondes et lèvres fraîches, beaucoup d'enfance dans les traits, sa voix faisait tout le poème. Sa voix faisait de tout poème. Mélopée, complainte, incantation. Il avait conquis le droit au pain en même temps que le droit au lyrisme. Là, je cite 4 vers de ce poète. Adieu mon ami, sans geste, sans mots, ne sois ni triste ni chagrin. En cette vie, mourir n'est pas nouveau, mais vivre n'est guère plus nouveau. Les cimetières font partie de tous les régimes, comme les commissariats et les ministères. Troisième partie, du rôle de l'individu dans l'histoire. La révolution avec lui se faisait toute seule, portée en avant par les sans-noms. Il leur donnait une conscience, des buts, un appareil de volonté, une énergie. Quelqu'un d'unique, les mains ouvertes, maniant l'évidence historique, un bon sourire d'homme sain, sûr des hommes, sûr de lui-même, sarcastique et débonnaire. Lui, mort, la conscience baisse d'un degré. Comment mesurer la valeur du degré? Perdu, celui peut-être qui fait de l'ébauche une œuvre parfaite. Tournant obscur, on se cramponne à une ombre, on lui demeure fidèle quand même. Quelle autre chose au monde vaudrait de renoncer à soi-même? Quatrième partie, la maladie morale. Mitraille, assassinat, torture, voix basse et cause perdue. On refuse d'abord de croire que l'ennemi a pris notre visage. La vérité est maintenant unique, sa preuve est la terreur. Ses propres victimes l'applaudissent. Il suffit de quelques décrets pour changer la nature des choses et le sens du vocabulaire. Une petite manipulation et vous voilà un autre habillé de vous-même. Mensonge, ressentiment, soupçon, il ne reste du vieil élan qu'un peu de sang sur les pavés. Pas de pire poison que le pouvoir, écrit Gorky et Lukács précise. On peut commettre quelques cochonneries quand on fait de grandes choses, mais on ne peut faire de grandes choses à partir de quelques cochonneries. Une ombre déjà glisse vers la suivante. Cinquième partie, les morts sont les plus vivants. L'indignation est un mouvement ingénu. Le pouvoir dresse contre elle la vieille brute humaine toujours prête à l'éveil, la fameuse probité révolutionnaire, un vieux scrupule démodé. On a posé le corps sur une table, le corps statufié par la mort. Ses paupières sont bleues, ses lèvres assombries. Dans le petit trou de la tempe, bordé d'une poussière noire,
On a mis un tampon droite. Merci.